Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, entre 19h et 21h. Madame, Monsieur, vendredi 26 juin, une réunion des ambassadeurs des pays de l'Union européenne et de l'espace Schengen a arrêté une liste de 14 pays à travers la planète qui pourront rétablir les liaisons avec la vingtaine de pays de l'espace Schengen. Sur les 14, 4 pays africains seulement, Algérie, Maroc, Rwanda et Tunisie. Pas de Cameroun sur cette liste. Les Européens soutiennent que pour figurer sur la liste des pays autorisés à atterrir en Union européenne, plusieurs critères épidémiologiques devraient être respectés, notamment un taux de nouveaux cas de Covid-19 proche ou en dessous de 16 pour 100 000 habitants sur les 14 derniers jours, avec une tendance à la baisse des nouveaux cas, ainsi que l'existence de mesures mises en place pour lutter contre la pandémie. Au Cameroun, une voix s'est élevée au-dessus de toutes les autres pour condamner cette façon de faire, celle du député Joshua Nambangui aussi. Le vice-président du Social Democratic Front dit, je cite, « Nous ne pouvons pas être victimes d'un virus venant de l'espace Schengen et en payer le prix. » Fin de citation. Joshua Nambangui aussi. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui sera présentée par Cédric Noufelet. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Fermeture des frontières de l'Europe aux Camerounais pour une réciprocité. Pour une réciprocité, c'est une interrogation. Madame, Monsieur, nous allons tenter ce soir de répondre à cette question. Nous avons invité en plateau le RDPC qui sera représenté par Raphaël Ndougo et ici, présent, Monsieur le maire, on va continuer de vous appeler ainsi. Hein. Jean-Robert Wafo, bienvenue. Je vous en prie. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les téléspectateurs de Equinox Soir. Voilà, Jean-Robert Wafo, il est là ce soir pour nous dire davantage sur cette sortie de son vice-président, hein, le président Joshua Nambangui aussi. Nous allons donc prendre tout de suite, avant d'arriver à Francfort en Allemagne, on va d'abord dire bonsoir à Aristide Mono. Bonsoir Aristide. Bonsoir la capitale. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, on espère que la qualité du son avec Yaoundé va aller en s'améliorant au cours de ce programme. Nous allons repartir à Yaoundé dans un instant. Mais tout de suite, on prend la direction sans visa, hein, on va le dire. On va quand même atterrir, même comme les frontières sont fermées, on va atterrir à Francfort où nous attend Wilfried Ekanga. Bonsoir Wilfried. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux téléspectateurs d'Equinox TV. J'espère que pour ma part vous m'entendez très bien. Je suis sur le plateau et je me réjouis de l'invitation. Voilà, Wilfried, je reviens à vous dans un instant. On va planter le décor avec le Social Democratic Front. La réunion s'est tenue vendredi dernier, Jean-Robert Wafo, mais c'est ce matin que le député Joshua aussi a décidé, on va le dire, de jeter le pavé dans la mare. Tout à fait, l'honorable Joshua aussi est dans son rôle. En tant qu'élu de la nation, il est tout à fait normal qu'il porte, n'est-ce pas, le problème à l'attention du gouvernement et même du président de la République. Parce que, voyez-vous, il y a un principe sacré en diplomatie qu'on appelle la réciprocité. Alors, si vous lisez bien, n'est-ce pas, le rapport qui a été fait, on cite des pays qui sont autorisés, dont les ressortissants sont autorisés à venir sur le sol de l'Union européenne, les 27 pays de l'espace Schengen. Et quand on parle de la Chine, on dit à condition que la Chine acte le principe de réciprocité. Ça veut dire c'est possible. Ça veut dire c'est possible. Ça veut dire que quel que soit, n'est-ce pas, c'est vrai que les pays membres ont édicté un certain nombre de critères,
notamment trois critères. Le premier critère, c'est le nombre de cas pour 100 000 habitants. Oui, 100 000. Les 16 oui, le nombre de cas pour 100 000 habitants. Proche ou en dessous de 16 pour 100 000 habitants. Il y a une première, les 14 derniers jours. Il y a une première catégorie de 16 cas pour 100 000 habitants. Et quand ils se sont rendus compte qu'un pays comme le Canada, que les pays comme le Canada et la Turquie ne pouvaient pas en faire partie, ils ont élargi, ils ont fait une deuxième catégorie de 20 cas, donc de 20 contaminations pour 100 000 habitants. Ça a permis donc, comme je l'ai dit, d'intégrer le Canada et la Turquie. Bon, ben, maintenant, il y a des débats qui... Bon, quand je parlais donc des critères, ça c'est le premier critère. Le deuxième critère, n'est-ce pas, c'est les liens avec l'Union européenne, les liens que ces pays entretiennent avec l'Union européenne. Et le troisième, n'est-ce pas, la troisième condition, je veux dire le troisième critère, c'est également la réciprocité. Alors, bon, vous comprenez très bien que, comme je l'ai dit, la Chine, ils n'ont pas de choix. Parce que s'ils frappent la Chine, il y aura des dégâts commerciaux. Ouais. Il n'y a rien à faire parce que la Chine, c'est une puissance aujourd'hui. Mais les États-Unis sont complètement mis à l'écart. Hein. Maintenant, les États-Unis sont mis à l'écart par rapport au premier critère que j'ai édité. Oui, le nombre de cas. C'est-à-dire le nombre de cas pour 100 000 habitants. Parce que, voyez-vous, les États-Unis, c'est 332 millions d'habitants. Ouais. Ils ont 2 300 000 cas. Ouais. Donc, ce qui fait environ 692 cas de contamination pour 100 000 habitants. C'est pour ça que les États-Unis étaient bien loin du compte. Mais par contre, le Cameroun a environ 11 500 cas. Donc, de façon officielle, ça c'est les chiffres officiels du ministère de la Santé, 11 500 cas pour 25 millions d'habitants. Ça revient à dire qu'on a 48 cas pour 100 000 habitants. Autant on peut comprendre que les États-Unis peuvent être de facto exclus parce que c'était vraiment disproportionné. Mais autant, on aimerait bien se demander pourquoi la diplomatie camerounaise n'a pas agi, parce que c'est bien avant, déjà le 24 juin dernier, les ambassadeurs des pays membres de l'Union européenne ont siégé là-dessus, ont statué là-dessus. Et si on avait une diplomatie, n'est-ce pas, de présence, de participation et de rayonnement, on aurait pu, par exemple, demander que la France, n'est-ce pas, active le levier, n'est-ce pas, des liens. Parce que parmi les critères, il y a les liens avec l'Union européenne. Oui. C'est la raison pour laquelle un pays comme l'Espagne est en train de se battre pour que le Maroc voisin puisse voir ses ressortissants venir en Espagne. Donc ça veut dire qu'il y a encore des leviers qui sont actionnables. Alors on se pose en question. Non, le Maroc est sur la liste des 4. Hein. Oui, mais l'Espagne est... Oui. Le Maroc est sur la liste. Il y a l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et le Rwanda. Le Maroc est sur cette liste parce que l'Espagne s'est battue. A pesé de tout son poids, en fonction des liens. Des liens. Et la proximité. Et la proximité avec l'Union européenne. Oui. Mais nous avons également les liens, n'est-ce pas? C'est tout le temps ici que l'on nous vante les liens historiques que nous avons avec la France. On se pose la question de savoir pourquoi, n'est-ce pas, mais vous voulez que la France Il n'y a pas que la France. Vous voulez que la France ferme les yeux sur le nombre de cas? Non, on n'a pas dit que la France ferme les yeux. Alors, mais on dit ceci, à partir du moment où le dossier Maroc a pu être défendu par l'Espagne, il y avait, de mon point de vue, possibilité okay, que le dossier... Mais le problème, c'est quoi? C'est que il faut pas perdre de vue une chose. C'est quoi? C'est que quelque part, nous sommes victimes de notre propre turpitude. Mais là, c'est un autre débat. La mauvaise gestion de la réponse du Covid-18. Ce que l'honorable Joshua aussi dit, c'est quoi? C'est qu'il faut absolument acter, n'est-ce pas, le principe de la réciprocité. Oui, on va revenir en détail. C'est un principe en diplomatie. On va accueillir Raphaël Ndougo, bienvenue sur le plateau. Merci, c'est un autre tour. Bonsoir aux panélistes. Voilà. Je voudrais d'ailleurs m'excuser pour le léger retard, mais je dis également bonsoir à ceux qui nous font l'honneur de nous regarder, parce qu'ils sont tellement nombreux. Dieu seul sait qu'à un moment donné, ce que nous disons ici peut être retenu contre nous demain ou après-demain, pour la simple raison que
au simple passage devant un petit marché, on peut nous reconnaître de par nos prises de position, de par nos analyses. Dieu sait si elles sont suffisamment. Tout ce que nous avons à dire, c'est assez pertinent. Et donc, c'est maman qui vend le manioc peut vous reconnaître. Donc, nous avons quand même le droit de saluer ces gens-là qui nous regardent. Parce que un de ces 4 matins, ils pourront nous dire, vous avez dit telle chose qui était bonne, telle autre chose qui était mauvaise. Voilà, merci. Aristide Monod, tout d'abord, cette sortie, l'honorable Joshua aussi parle en tant que député de la nation. Est-ce que vous comprenez son envie? Il demande au président de la République de prendre ses responsabilités afin que le principe de la réciprocité soit établi. Alors, faire ça dans tout, je pense que personne ne peut la qualité pas c'est que mal comme élu de la nation, il est également président du parti Ouais, on va revenir. La qualité n'est véritablement pas bonne avec... la qualité n'est pas bonne avec Yaoundé. Et sur cette sortie de l'honorable aussi, on va prendre l'avis de Raphaël Ndougou. Pour Joshua aussi, il faut la réciprocité. Est-ce que vous comprenez la sortie du député SDF, Joshua aussi? Tout Africain et tout Cameroun devrait comprendre. Je parle d'abord africain parce que c'est le Parlement de l'Union européenne qui a pris une décision, qui a statué, ou alors qui a donné ce que nous débattons ce soir. Donc, ce n'est pas un individu. Non, les ambassadeurs. C'était les ambassadeurs. Voilà. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas un seul pays. Mais la position de l'honorable Joshua aussi est tout à fait, à mon avis, normale. Je crois même que en dehors de lui, d'autres devraient suivre le pas. Mais sauf que il ne s'agit pas d'une affaire spéciale du Cameroun. C'est plus de 50 pays africains et qu'on a 4 pays seulement qui sont éligibles, si on va dire ça comme ça. Donc, du coup, c'est l'Afrique tout entière qui devrait se lever. Se lever pourquoi? Parce que cette affaire du Covid, ce n'est pas un spécialiste africain qui s'est levé pour fabriquer ou encore pour créer, si vous voulez, cette affaire-là. Nous, on subit cette maladie aujourd'hui pendant que les autres font leurs recherches. C'est à partir de là qu'il faut déjà comprendre que si c'est une lutte, la lutte là doit être une lutte africaine. Elle n'est pas une lutte camerounaise, elle doit être l'Afrique tout entière. Maintenant, c'est une chose que l'honorable s'est levé, mais également il faut que les autres pays africains suivent le pas. Pour la simple raison que, d'accord, vous demandez... Mais les Européens n'ont pas dit que c'est définitif. On va voir. Oui, on va voir. Tous les 14 jours. Voilà, on va voir d'ici, il y a une autre liste qui va sortir. Or, nous, on s'est abstenu en Afrique de fermer nos frontières. Dieu sait que si on l'avait fait avant, peut-être que la pandémie ne serait pas entrée dans notre continent comme aujourd'hui. C'est pour cette raison que je crois, pour ma part, que tout ce que Dieu fait est bon, pour ceux qui lisent la Bible. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire qu'une pandémie comme celle-ci devrait davantage nous interroger, les Africains. Beaucoup plus, bien évidemment, nos dirigeants. Okay. Nos dirigeants, parce que ce n'est pas une affaire où on va croiser les bras pour dire on nous interdit l'espace Schengen. Mais sauf que dans l'espace Schengen, ils ont également des choses qu'ils peuvent prendre ici en Afrique. Donc, il n'est pas question de dire que c'est une affaire de l'honorable Joshua aussi. Il fait bien de tirer la sonnette d'alarme, pour ma part. Pour la simple raison que, quand ils ont commencé avec leur affaire, dans leur recherche de l'autre côté là-bas, véritablement, aucun Africain n'y était. Mais il a fallu que ces gens-là sortent de ce côté-là pour rentrer en Afrique, pour que nous soyons toujours en train de plaider les nôtres. Et depuis plusieurs mois. Or, aujourd'hui, je ne sais pas, le bourreau devient en même temps la victime ou je ne sais pas trop quoi. Donc, je crois que
pour les Africains. Et c'est pour ça que je pense que ce n'est pas une question spécifique du Cameroun. Il faut bien que les pays africains prennent la pleine mesure de ce qui se passe dans l'espace Schengen. Ok, oui, rapidement. Oui. Il y a une fille qui doit intervenir. Vous avez bien fait de mentionner cela. Parce que si au début, dès que la pandémie a déclenché au niveau mondial, si le gouvernement camerounais avait été proactif, avait fermé les frontières, on ne serait pas à ce stade. Parce qu'il faut rappeler aux Camerounais que le virus est entré au Cameroun, c'est-à-dire venait de l'Europe, justement. C'est ce que l'honorable dit. Mais bien sûr, le virus vient de l'Europe. Nous étions tranquilles ici, mais bon, on a été un peu passif. Le gouvernement a donc été passif. Et voilà qu'aujourd'hui, il veut nous payer donc le prix cher. Donc, il veut nous faire payer le prix cher. Ça nous apprendra que si on veut prendre des mesures, qu'on prenne des mesures, avec toute la froideur nécessaire. Parce que l'État, comme on le définit souvent, c'est un monstre froid. Voilà, Wilfried Ekanga, sur cette liste de pays africains, il y a 4, 3 du Maghreb et 1 de l'Afrique noire, le Rwanda. Est-ce que la présence du Rwanda sur cette liste vous surprend ou bien il y a d'autres pays qui devraient en principe être là par rapport aux mesures? Comme dit Jean-Robert Wafo, il y a des pays qui ont pris des mesures avant le Cameroun, mais qui ne figurent pas sur cette liste. Sur la présence du Rwanda sur cette liste. Oui, Serge Alain, en fait, la réponse est simple. Selon les études internationales, le Rwanda a été classé il y a quelques années comme 7e pays le mieux géré au monde. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de critères où le Rwanda, malgré sa petite taille et malgré sa population relativement petite, a un bilan politique, social et économique plus ou moins conséquent et dont beaucoup de pays africains en vivent actuellement. Il y a même un pays comme le Ghana qui, avec Nana Akufo-Addo, a dit il y a quelque temps qu'il devrait prendre exemple sur le Rwanda. Ça, évidemment, c'est quand on ferme la parenthèse sur le conflit entre le Rwanda et la RDC. Mais dans l'absolu, ça ne surprend pas que le Rwanda soit sur la liste. Ça veut simplement dire que, proportionnellement à sa population, proportionnellement au nombre de cas qu'il y a ailleurs à travers le monde et proportionnellement aux exigences que les pays de l'État Schengen ont mises sur pied pour déterminer s'ils laissent les gens entrer chez eux ou pas, le Rwanda fait figure de bonne lettre avec les pays du Maghreb qui étaient cités. Maintenant, quand M. Joshua aussi dit qu'il faut appliquer la réciprocité, l'Européen aussi, c'est évidemment un principe des sciences politiques, un principe des relations bilatérales et multilatérales, mais il y a un autre principe qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est le principe de l'équilibre des forces. Là, la dernière fois, on appelait cela l'équilibre de la terreur. Ça veut dire, est-ce que je suis capable d'imposer à mon vis-à-vis les mêmes règles qui m'imposent lui? Au Cameroun, on a tous les jours des gens qui nous disent que le Cameroun est un souverain, finalement que non, on n'est pas si souverain que ça. Et là, lorsque l'Europe a décidé il y a quelques jours, il y a quelques semaines, de rouvrir les frontières et de recommencer les vols vers le Cameroun, on avait déjà tiré la sonnette d'alarme en disant que ceux qui pensent que c'est le Cameroun qui a décidé de faire un accord avec de rouvrir les frontières se trompent. Non, en relation internationale, le cas échéant, c'est pour des raisons mercantiles, c'est-à-dire pour des raisons de marché, la France, les pays de l'Union européenne qui ont déterminé que voilà, ils peuvent rouvrir les frontières avec les pays d'Afrique et les pays d'Afrique n'ont qu'à constater et à accepter qu'ils le désirent ou pas. D'évaluation des frontières de 1994. Donc, dans le même sillage, aujourd'hui, ces pays-là se rendent qu'un pays comme le Cameroun, dont on nous disait aussi qu'il a la maîtrise totale de la crise du coronavirus, ces pays sont les pays, la plupart des pays d'Afrique, parmi lesquels le Cameroun, la réponse c'est qu'il faut face au Covid-19, bien au contraire, les cas sont en train d'augmenter et donc, ils ne veulent plus, en tout cas pour une période donnée, on a parlé de 2 semaines, de réajustement à peu près tous les 15 jours, ils ont dit que voilà, pour eux, le Cameroun n'est plus un pays sûr et donc, ils ne vont plus permettre à ceux qui viennent du Cameroun de gagner l'espace Schengen. J'ai d'ailleurs quelques amis qui avaient prévu de venir, de regagner l'Allemagne et la France dans les jours qui viennent, mais qui ne peuvent plus parce que justement, les pays sont fermés. Après, il faut garder quelque chose à l'esprit, c'est de se dire, est-ce qu'on a besoin de se plaindre des pays de l'Union européenne disent qu'ils ferment les frontières? Il suffit maintenant qu'on met. Voilà, Robert Wafo, on a décidément des petits soucis techniques. Est-ce que, en prenant l'honorable Joshua aussi au mot, est-ce que nous avons les moyens d'appliquer ces principes? Oui, nous avons les moyens. Nous pouvons le faire? Non, mais écoutez, comme c'est une liste qui sera renouvelée après 14 jours. Après 14 jours,
c'est une c'est une interpellation. Il faudrait que le gouvernement profite de cette situation pour effectivement combattre cette pandémie du coronavirus à travers une riposte adéquate. Parce que maintenant, c'est de ça qu'il est question. Donc, en dehors du principe de réciprocité qu'il faudrait acter, parce que, voyez-vous, la France a demandé, n'est-ce pas, à l'Union européenne, qu'on tienne compte aussi de ce principe donc, de réciprocité. Et nous espérons que ce sera ainsi acté. Mais le gouvernement camerounais devait profiter donc de l'occasion pour dire ok, bon voilà, nous ne sommes pas en train de gérer convenablement le plan de riposte, encore que les différentes communications gouvernementales vont dans ce sens, notamment quand on regarde, n'est-ce pas, le nombre de patients atteints du Covid-19, ce nombre ne cesse de grimper. Ce qui suppose qu'on n'a pas accroître le pic, ce qui suppose tout simplement que la riposte n'est pas adéquate et que la situation n'est pas maîtrisée. Et la situation n'est pas maîtrisée pour des faits connus. Parce que, voyez-vous, je vais vous dire, qu'est-ce qui peut justifier, par exemple, M. Serge Aloto, que depuis l'ouverture de la session de la session de juin, que le ministre de la Santé, par exemple, ne soit pas encore passé devant la représentation nationale, alors qu'il y a un cas grave de Covid-19. C'est pas sérieux. Ce n'est pas du tout sérieux. Quand même ceux de l'Union européenne, quand ils observent seulement cette façon de faire de l'exécutif, ils se posent la question de est-ce qu'ils sont sérieux? Parce qu'on parle également d'un problème de traçabilité comme critère. Quand chaque fois, n'est-ce pas, les déclarations gouvernementales font état de ce que les Camerounais ne partent pas suffisamment dans les centres agréés Covid, ils écoutent. Ils se disent, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce cela qui a conduit à ce que le Cameroun soit donc... Est-ce que non, je dis, il faudrait que le Cameroun investisse de l'argent dedans. Il y a eu, d'abord, dans un premier temps, un fonds de solidarité. On a renfloué près de 3 milliards de francs CFA. Oui. C'est pas un total de 3 milliards. Le président de la République a mis 2 milliards de francs CFA, je crois bien. Et les contributeurs privés ont mis 1 milliard de francs CFA. Donc ça fait 3 milliards de francs CFA. Ils se sont contentés seulement de présenter la liste des contributeurs, mais ils n'ont pas décliné les dépenses y afférentes. Ça pose problème. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas où on se trouve exactement. Je le dis parce que dans la loi des finances rectificatives, il est question qu'on ouvre, qu'il y ait un compte d'affectation spéciale Covid-19 soit n'est-ce pas acté. C'est déjà acté, ce sera acté, si ce n'est pas encore le cas. Et ce compte, c'est 180 milliards de francs CFA. Il faudrait qu'avant de toucher d'abord à ces 180 milliards de francs CFA, qu'on fasse la reddition des comptes, qu'on nous dise ce qu'on a déjà fait avec les 3 milliards de francs CFA. Est-ce la raison pour laquelle le ministre de la Santé, jusqu'à ce jour, on est à 10 jours, n'est-ce pas, de la fin de la session, n'est pas daigné venir à la représentation nationale s'expliquer? Ça pose problème. Et puis, je vais dire une chose, il y a également un problème dans ce pays. Non seulement il y a des problèmes d'offres hospitalières, il n'y a pas de lit, parce qu'au Cameroun, il y a moins de 2 lits pour 1000 habitants. Il y a un médecin pour 10 000 habitants, 9 infirmières pour 10 000 habitants. C'est des chiffres qui effraient. Bon, ils ont parlé de la médecine traditionnelle, qui va servir, n'est-ce pas, de médecine, comment je peux dire, alternative et complémentaire. Mais j'ai bien peur parce qu'on a acté la médecine traditionnelle, on a organisé tout un séminaire, non, toute une session spéciale consacrée à la médecine traditionnelle à l'Assemblée nationale. C'était vendredi dernier. Si déjà, si déjà on n'a pas pu organiser une réponse convenable avec la médecine moderne, je me pose bien la question de savoir comment on va faire avec la médecine traditionnelle. Oui. J'ai comme impression qu'on a organisé, n'est-ce pas, parce que le problème de la médecine traditionnelle date de plusieurs dizaines d'années, le gouvernement n'a pas daigné reconnaître, mais j'espère qu'au moins de ce côté-là, il y aura une transparence véritable. Parce que c'est vrai que c'est une médecine alternative. C'est vrai qu'elle est complémentaire. Moi j'y adhère. Nous avons nos vieilles recettes de grand-mère. Ouais. Mais j'ai bien peur qu'il y ait un flou dessus. J'ai dit un flou dessus. Parce que les spécialistes de la médecine traditionnelle auront les mêmes problèmes
que ceux de la médecine moderne. Quand ils vont accueillir les patients, les tests, comment seront faits les tests? Est-ce que les tests sont fiables? Il y a combien de tests? Le ministre de la Santé a fait état de ce que il y avait près de 12 000, je crois que c'est 11 500 cas positifs, oui, dont 320 décès. Mais je veux bien savoir où on a fait ces tests. Quelle est la fiabilité qu'on peut accorder à ces tests? Qui les a reçus? Et puis quand on regarde, on a besoin de trucs. Regardez par exemple. Et c'est la raison pour laquelle je dis, pour une fois, je suis d'accord avec le président de la République. Quand il a indiqué le 19 mai qu'il instruit le Premier ministre de reprendre la parole. Parce que, voyez-vous, ce qui se passe est extrêmement grave. Quand le président de la République le dit, ça veut dire qu'il est au courant de ce qu'il y a une cacophonie gouvernementale. Et cette cacophonie est vraiment... Je vais prendre un exemple de cette cacophonie. Quand on a fermé la clinique Marie-O, le député Jean-Michel Nicheux, donc il est monté au créneau. Oui. Equinox, effectivement, a donc organisé des démissions dessus. Et le ministre de la Santé a fait un tweet faisant état de ce que, sur proposition de l'Ordre national des médecins du Cameroun, il a adressé une liste de cliniques privées donc pouvant être agréées Covid au Premier ministre. Et lui-même a fait état de ce que le Premier ministre a marqué sur son accord. C'était 5 à Douala, 2 à Yaoundé. Mais Serge Alain Autou, qu'est-ce qu'on attend pour publier cette liste? Qu'est-ce qu'on attend pour publier cette liste? C'est d'autant qu'eux-mêmes disent que les Camerounais, ils demandent aux Camerounais d'aller vers les centres agréés Covid publics. La preuve, c'est qu'on a entendu le ministre de la Santé, même pas entendu, on a lu dans un tweet, quand il a dit l'hôpital de Yassa est désormais opérationnel. 350 lits, un seul patient. Mais qu'est-ce qu'on attend donc pour rendre public la liste des cliniques privées qui ont été retenues? Ça pose un problème. Parce que les cliniques privées également doivent être accompagnées, parce que elles vont, n'est-ce pas, donc elles vont prendre une part active dans la riposte. Elles méritent d'être accompagnées également financièrement. Okay. Parce qu'il est question de moyens. Merci. Et il faudrait, ça c'est pour chuter, que la mercurielle de ce pays soit revue. Okay. Monsieur Serge Alonto, voilà. Est-ce que vous savez à combien on facture à l'État les thermomètres infrarouges? 150 000 francs CFA. Ouais, on a vu, dans la mercurielle de l'État. On a vu pourtant, en pharmacie, document circulé, là. Le document a circulé. Une entreprise qui a été créée moins d'un mois après la survenance. Donc, après la survenance de la Covid-19, un thermomètre infrarouge, 150 000 francs. Pourtant, en pharmacie, là, ça coûte 25 000 francs. Donc, c'est 6 fois le prix. Voilà. Un équipement de protection individuelle est facturé à l'État à 80 000 francs CFA, alors que ça coûte 15 000 francs en pharmacie. Merci. Donc, il faudrait que le Premier ministre reprenne les choses en main, parce que la situation est grave, les chiffres ne cessent de grimper. Il faudrait une transparence dans cette gestion et que tout cas de détournement soit signalé et que les parquets de la République s'autosaisissent. Voilà. L'honorable aussi, Wilfried Kanga, la question vous est adressée, demande au président de prendre ses responsabilités et acter le sacro-saint principe de la réciprocité. Ma question est celle-ci. Est-ce que nous avons les moyens de cette politique? C'est une question d'équilibre des forces. Je l'ai dit tout à l'heure, dans l'espoir que cette fois-ci la communication sera bonne. Oui, c'est bon, allez-y. Le Cameroun est-il un État souverain comme les Camerounais le prétendent, surtout ceux qui sont favorables au régime, ou alors la réelle politique nous montre que c'est une question d'équilibre des forces? J'ai pris tout à l'heure l'exemple de la guerre froide entre l'Union soviétique et les États-Unis, qui a conduit à ce qu'il n'y ait pas de troisième guerre mondiale parce que les deux pays avaient la même puissance de frappe. Est-ce qu'aujourd'hui le Cameroun a la capacité de dire à la France ces 4 vérités, autant que la France est capable d'imposer au Cameroun ce que la France aimerait bien? Beaucoup de Camerounais ont dit oralement que nous sommes un État souverain, mais la réelle politique montre que nous sommes un État vassal, nous sommes un État dominé par un autre. Et c'est pourquoi alors que les frontières avaient été décidées en fin d'ouverture, avaient été décidées par les Français il y a quelques semaines, le 1er juin, on avait dit encore à croire que ce sont les pressions mercantiles, les lois marché imposées par la France avec Castel, avec tout le ping-pong qu'il y a eu entre les autorités françaises et la présidence de la République du Cameroun, que cette pression qui a conduit à ce que le Cameroun, comme le Côte d'Ivoire et beaucoup de pays francophones, ouvrent les frontières sans avoir consulté leurs voisins, alors que des pays comme la Guinée équatoriale, qui sont proches de nous, avaient fermé les frontières avec le Cameroun. Donc,
Est-ce que le Cameroun a maintenant les moyens de répondre à la France? La question aurait dû être considérée en amont, où il fallait plutôt poser la question, est-ce que le Cameroun ne pouvait pas jouer sur le levier de l'intelligence pour ne pas se retrouver dans cette situation où il est sur la liste noire des pays qui ne peuvent pas voyager? Il y a quelque temps, justement, lorsque le Covid a commencé au Cameroun au tout début du mois de mars, nous avions tiré la sonnette d'alarme en disant lorsque vous n'avez pas encore de cas chez vous, fermez les frontières, empêchez les gens de venir et comme ça, quand la crise sera levée, vous serez parmi les pays qui auront échappé à cela. C'est un peu malsain de dire le Cameroun est victime de l'étranger qui a amené le Covid-19, tout autant que les gens disaient c'est la diaspora qui a amené le Covid-19 au Cameroun. Ce n'est pas aux citoyens camerounais qui vivent à l'étranger et qui vaquent à leurs occupations dans un va-et-vient entre le Cameroun et l'Afrique de déterminer comment doit se passer la protection civile au Cameroun. Ce n'est pas non plus aux Français qui vont pour leurs affaires ou pour le tourisme, aux Européens, aux Asiatiques, aux Chinois, de dire aux Camerounais comment régler la protection civile. Les autorités camerounaises eux-mêmes, dont les frontières terrestres sont déjà poreuses, ont rendu les frontières aériennes poreuses malgré le Covid-19 en laissant venir tout le monde et en prenant des précautions qui étaient plus ou moins farfelues. Et avec des autorités qui ne donnaient pas eux-mêmes l'exemple. On se souvient de la délégation qui transportait en mars toujours le président de l'Assemblée nationale et sa suite. On se souvient de la légèreté avec laquelle les autorités avaient considéré la question. On se souvient de l'énorme retard avant qu'on ne voit l'image de Paul Biya qui parle à la population. Évidemment, cela a mis dans l'inconscient collectif que le Cameroun était un super État qui avait des super moyens qui pouvaient endiguer justement cette crise alors que la réalité nous disait le contraire. Dans le même siège, on a ouvert les débits de boissons, on a ouvert les bars, on a ouvert les boîtes de nuit. En fait, le Cameroun, et je le disais encore il y a quelques semaines, se comporte comme s'il voulait rattraper en termes de cas de Covid-19 les États qui ont aujourd'hui des cas, des cas qui se chiffrent à 5 ou 5 chiffres. Et donc, la réalité nous a donc montré qu'aujourd'hui, le Cameroun ne peut être que dans la liste noire des pays qui ne peuvent pas aller dans l'espace Schengen. Même si on peut poser la question, pourquoi est-ce que les Camerounais considèrent que c'est scandaleux de ne pas aller dans l'état Schengen actuellement? On peut tout aussi patienter vu que ce n'est qu'une question de quelques jours. La question c'est plutôt, comme le Cameroun est un état souverain, pourquoi Paul Biya ne prend pas la décision de dire aussi aux étrangers, et d'ailleurs pourquoi il ne l'a pas fait tant ça avait encore un sens? Parce qu'aujourd'hui, la crise est en train de diminuer en Europe, elle augmente au Cameroun. Il y a eu une époque où on n'avait que peu de cas chez nous et énormément de cas en Europe. C'est à ce moment-là que la raison demander aux Camerounais de dire « nous ne voulons pas d'Européens sur notre sol » parce que les faire venir chez nous allait augmenter le nombre de cas du Covid-19. Et sur le plateau d'Equinox TV comme sur de nombreux plateaux, il y avait des gens qui nous disaient que non, il n'y a pas de problème, non, les choses sont en train de bien se passer. On était même en train de dire à l'époque qu'il est probable que les étrangers qui viennent chez nous peuvent venir dans une intention perverse des puissances internationales qui vont venir utiliser les populations africaines, camerounaises, le cas échéant, comme des cobayes et expérimenter 2 ou 3 choses et qu'il fallait être prêt, il fallait être pareil à toute éventualité. Un homme averti en vaut 2, une nation avertie en vaut 200. Quand on élaborait ces scénarios, il y avait des gens qui nous traitaient d'oiseaux, de mauvaise augure. Et comme d'habitude, le futur nous donne toujours raison. Nous voici donc en plein dedans. On va dire d'un côté que ce n'est pas scandaleux parce que bon, on peut très bien vivre sans se rendre en Europe dans les 2-3 semaines. Les Européens ont pu vivre eux-mêmes sans se rendre dans les pays voisins pendant les mois et les semaines de confinement. D'ailleurs, entre eux, actuellement, aujourd'hui, les frontières ne sont pas ouvertes entre tous les pays. Les États-Unis, par exemple, n'ont pas de frontières ouvertes avec l'Europe. L'Europe aussi n'a pas de frontières ouvertes avec les Américains. Donc, pour l'instant, les pays jouent la carte de la prudence et se barricadent les uns les autres. Ce n'est donc pas parce qu'on est africain que nous ne pouvons pas aller en Europe, c'est parce que les Européens, qui sont plus ou moins en train de se débarrasser du coronavirus, ont estimé que les pays africains représentent maintenant un danger. Et nous disions aussi il y a quelques semaines que, attention, ceux qui ont appelé ça la grande gueule en disant que l'Europe est incapable de résoudre la crise et que l'Afrique s'en sort plutôt bien, devraient considérer que le Covid n'est pas un militaire ou un gendarme qui obéit à une sorte de trompette et qui lui demande de faire tout au même moment. Il est possible que la crise démarre en Afrique et que les pics soient atteints en Afrique à l'instant pile où elle est en train de s'éteindre en Europe. On peut retourner dans les archives des émissions, on va retrouver ces sorties-là que nous avons faites et c'est sensiblement ce qui est en train de se passer. Maintenant, les Européens qui constatent que la balance a tourné sont en train de dire aux Africains, autant qu'ils disent aux pays qui sont moins lotis que eux, nous ne vous faisons plus confiance, nous n'allons plus laisser que vous veniez chez nous. D'autant plus, si vous lisez Le Parisien, vous allez trouver cette note. Il y a des informations qui disaient que
Les pays tiers donnent des communications sur les transmissions, sur les cas qui ne sont pas totalement fiables. On parlait notamment de la Chine, mais le Cameroun aussi. Monsieur Manaouda Malachi va vous dire, on a 12 000 cas dont 10 000 sont guéris. On a certainement le plus fort taux de guérison du Covid-19 au monde. On ne donne pas de précision sur la fréquence des tests, les lieux où ils sont effectués, le timing, le matériel et les mécanismes de guérison de ceux dont on dit qu'ils sont guéris. Une forte opacité qui fait que le capital confiance envers le Cameroun ne joue pas en notre faveur. C'est pour ça que autant l'honorable Joshua Oshi a raison de dire le Cameroun doit appliquer la réciprocité, autant il faut qu'il précise de quelle réciprocité il s'agit. Pour ma part, je pense qu'il demande aussi à Tolbiya, en tout cas à l'État du Cameroun, de fermer les frontières avec l'Union européenne. C'est très bien. C'est donc l'occasion au Cameroun de montrer maintenant qu'il est un État souverain et d'appliquer réellement cette fermeture des frontières. Mais je serais un peu gêné si les Camerounais se mettaient à se plaindre maintenant qu'ils ne peuvent plus y aller en Europe, alors que justement ils étaient en train de clamer il y a quelques semaines qu'aujourd'hui l'Europe est l'épicentre de la fin du monde et que c'est l'Afrique qui se porte très bien. Comme c'est l'Eldorado et le paradis en Afrique actuellement, restons-y pour l'instant. Voilà, merci Raphaël Ndougo sur cette situation. Je vous pose la même question. Est-ce que nous pouvons acter ce principe de réciprocité tel que demandé par l'honorable Joshua aussi? Commençons par dire que ce n'est pas facile pour un pays comme le Cameroun de prendre tout simplement la décision de fermer les frontières avec l'Europe, avec l'espace Schengen, si vous voulez, oui. avec l'Europe, alors que nous avons nos pays africains, peut-être qu'ils ne l'ont pas fait. C'est pour ça que dans le temps, je vous ai dit, c'est une affaire de l'Afrique tout entière. Bien évidemment, le Cameroun peut prendre cette décision-là seul. Maintenant, si les autres pays ne l'accompagnent pas, si vous voulez, si l'Afrique ne prend pas totalement la pleine mesure, il y aura problème. Il y aura problème, pourquoi? Parce que des situations comme celle-ci devraient, je le dis encore, nous interpeller tous. Ici, pour moi, il n'est pas question de dire que c'est X ou Y qui est la cause. C'est vrai qu'il y a les pouvoirs publics d'une part, et puis maintenant, il y a les populations que nous sommes. Les populations, pourquoi? Parce que, tout simplement, pour... Joshua aussi dit que nous sommes victimes d'un virus qui venait de l'espace Schengen. Je vous l'ai dit, oui. Quand ils ont fabriqué leur affaire, nous n'y étions pas. C'est la vérité. C'est-à-dire que quand ils ont fait leurs recherches, le Cameroun et même l'Afrique tout entière n'étaient pas là. Mais sauf que, comme un pays comme le Cameroun, par exemple, peut prendre une décision de fermer ses frontières avec cet espace-là. Mais comme il y a la libre situation dans la zone CEMA, par exemple, ceux qui descendent en Centrafrique et autres, on ne va pas les contrôler, mais ils vont entrer partout dans nos villages. Ceux qui descendent même au Nigeria, on sait quelle est la superficie sur le plan de la frontière que nous avons avec le Nigeria. Donc, c'est une affaire qui ne doit pas... On doit laisser la politique. Je suis content de la sortie de l'honorable. Et ça devrait interpeller ceux qui n'ont pas de représentants là-bas. Peut-être ceux qui n'ont pas voulu y être. Parce que sa voix aujourd'hui est entendue et suivie. Nous faisons le débat ici maintenant. Même ailleurs, on a suivi. Mais sauf que ce qui dérange dans tout cela, c'est que pour le moment, la diplomatie européenne n'a pas déjà spécifié. Elle a juste fermé, elle a proposé la fermeture des frontières des pays africains. Qu'est-ce que nous faisons? Donc, est-ce qu'on peut, sur la question que vous avez posée, est-ce qu'on peut appliquer la réciprocité? Oui, c'est possible. C'est possible si ce n'est pas seulement le cas du Cameroun. Si les autres pays, c'est pour ça qu'il y a des groupes. Moi, c'est pour ça que quand je suis arrivé, si vous avez dit... Joshua aussi n'interpelle pas l'Afrique, il interpelle le président de la République. C'est normal. Ouais. Mais vous savez quand même que nous avons un Parlement africain. C'est pour ça que moi, dans ma tête, j'avais le Parlement. Nous avons un Parlement africain. Ça dit qu'il n'est pas exclu que ce Parlement-là se réunisse. Il n'est pas exclu que les autres pays se lèvent pour dire d'accord. Et même sur ce que M. Wafoua dit tout à l'heure, concernant la guérison, si vous voulez, le médicament au niveau africain. C'est même possible que l'Afrique s'en sorte avec cette affaire. Parce qu'il faut noter, nous l'avons déjà dit ici, sur le même plateau, que nous n'avons pas les mêmes climats, nous n'avons pas les mêmes comportements, nous n'avons rien en commun avec ces gens-là.
Ça veut donc dire que si l'Afrique se renferme même pour dire, d'accord, comme on ne veut pas là-bas pour le moment, comment on fait? Mais la difficulté, c'est que on puisse poser l'affaire sur un seul pays. Ça ne peut pas marcher facilement. Ça ne marchera pas facilement. Pourquoi? Parce que vous pensez véritablement que actuellement, tout à l'heure, j'ai suivi M. Kanga. Mais n'oublions pas que le premier cas de Covid venait de cette zone, de la zone Europe, qui est allé même se balader dans les zones, dans les départements au Cameroun. Et que bon, aujourd'hui, le conseiller... vous dites le premier cas Covid au Cameroun. Le premier cas Covid-19 au Cameroun. Oui. Il sortait de là-bas, le monsieur sortait de là-bas. Oui. Bien qu'il était en franco, je ne sais pas trop quoi, mais sauf que le bon monsieur n'est pas mort. Oui. Alors, la difficulté que nous avons, c'est que le combat doit être collectif. Actuellement, je vous ai dit qu'il faut qu'on les politique, il faut qu'on regarde les choses en face. Est-ce que si, comme nous parlons au Cameroun, comme nous sommes Camerounais, est-ce que si le Cameroun prend la décision de fermer son espace, ou alors ses frontières avec l'Europe, les pays de la CEMAC seulement vont adhérer à cette affaire-là? Je ne pense pas. Voilà, et donc, c'est pour ça qu'il faut que ce soit une lutte africaine. Merci. Wilfried Kanga demande d'ajouter quelque chose. Allez-y, Wilfried. En fait, c'est une excellente solution que monsieur propose. Le problème, c'est dans le problème, c'est dans l'application. Souvenez-vous, du 4 août 2016, le Cameroun a été le tout premier et le seul pays dans la zone CEMAC à intégrer les accords de partenariat économique avec l'Union européenne sans demander au Tchad, sans demander à la Guinée équatoriale, au Congo, au Gabon ou à la République centrafricaine. Tant et si bien que ces pays-là étaient scandalisés de se dire comment le Cameroun peut aller comme ça tout seul et décider que les marchandises entrent dans avec la libéralisation des tarifs douaniers et qui peuvent ainsi contaminer le marché de ces pays-là parce que le Cameroun est la porte d'entrée en Afrique centrale. Souvenez-vous aussi du 30 avril dernier où il y a eu une réunion de l'Union des présidents de l'Union africaine en vidéoconférence qui ne nécessitait même pas un déplacement. Paul Biya n'était pas présent à cette réunion. C'est pour ça qu'on a fini par se demander est-ce qu'il y a encore un capitaine dans un bateau? Souvenez-vous aussi qu'on a beau être africain, mais les pays n'ont pas le même cas de Covid. Par exemple, dont la gestion est prise par les pays européens, n'est pas considéré comme le Cameroun dont la gestion est jugée calamiteuse. Ça veut dire que le Cameroun n'auront jamais, même s'ils sont sur le même continent, de solution commune par rapport à cette crise, parce que eux, ils n'ont pas les souffrances qui sont les nôtres actuellement. Eux, ils auront la possibilité de voyager, les Européens auront la possibilité de venir, parce que peut-être l'organisation est meilleure. Donc, ce sont des choses qu'il faut considérer en amont. Il ne faut pas devenir panafricain lorsque les choses nous arrangent, parce qu'il y a des pays africains qui ont aussi des griefs contre le Cameroun. Et à ce moment-là, le Cameroun dit non, moi je suis un État souverain, ne me dérangez pas. Il ne faut pas que quand le Cameroun se retrouve dans des difficultés, qu'il intègre les pays qui, parce qu'ils ont une meilleure gestion, n'ont pas subi en tout cas la même répression. C'est une politique très partielle. Et beaucoup de pays africains ne sont pas d'accord avec nous dans ce registre. Cette logique de panafricanisme est donc à penser partout parce qu'il fallait penser aussi au nom de la protection civile aux autres pays. Lorsque nous avons de manière totalement absurde, décidé de la réouverture et des bars et des frontières et décidé de retarder même au tout début la fermeture des frontières en se disant que non, ça ne va pas nous arriver. Non, il y a des super Camerounais qui, eux, peuvent venir sans quarantaine, sans faire de contrôle, etc. La politique, on dit gouverner, c'est prévoir. La politique, c'est la prospective. La politique, ce n'est pas le bricolage parce qu'il y a des obstacles ici et là et de se souvenir qu'on a des amis quand nous, on va mal. Cette prospective-là, nous ne la voyons pas, nous ne l'avons jamais vue au sein de l'administration actuelle et c'est pour ça que ceux-là même qui sont avec eux à l'Assemblée ont maintenant des griefs contre eux et leur demandent prenez le destin du pays en main et prenez les solutions qu'il faut. Sinon, c'est une incapacité de gestion totale et je serais d'accord avec Joshua Oshi dans ce registre. Voilà, merci. Raphaël Dougou, terminé parce que... Deux petites choses. Ouais, j'ai une question pour Jean-Robert Wafouri. La première, c'est sur la fermeture des bars et tout ce que vous imaginez. Ouais. On a parlé ici d'une prise de conscience collective. Ouais. Tout simplement parce qu'il y a le petit barman du quartier qui a sa maison à louer, qui a X ou Y responsabilité à gérer. Malheureusement, on n'est pas rentré dans le confinement général comme dans les autres pays. On a pensé que les Camerounais étaient suffisamment majeurs. Et pour finir, M. Ouafou a parlé tout à l'heure de la facturation. Le ministre de la Santé l'a dit la semaine passée sur son tweet qu'il faille que les Camerounais dénoncent
toute malversation en allant dans le sens de pouvoir marchander ou bien d'arnaquer les malades. C'est la même chose dans les cliniques qu'il a relevé tout à l'heure. Dans les cliniques, nous savons pertinemment que vous avez une bouteille d'eau comme celle qui est posée devant moi à 100 francs, mais la clinique vous la vend à 1000 francs. C'est nous les Camerounais qui acceptons et nous ne dénonçons pas. Donc je crois que la lutte de cette affaire est encore une fois de plus collective. Voilà, Jean-Robert Wafo, avant, je vous pose d'abord ma question. Hein. Est-ce que ce n'est pas disproportionné? L'Union européenne, c'est un ensemble de pays. Que peut le Cameroun face à l'Union européenne? Est-ce que on ne pouvait pas, l'honorable aussi ne pouvait pas penser à appeler l'Union africaine à acter ce principe? Il est député de la nation. Oui. Il est dans son rôle. Il a affirmé son leadership en tant qu'également premier vice-président national du SDF. C'est tout à fait normal qu'il porte le combat. Oui. Ah oui, s'il faut rester, n'est-ce pas, dans le ponce-pilatisme, tout le monde se tait, machin, il n'y aura rien. On doit quand même apprécier le fait que, de par le leadership qu'il a assumé par rapport à cette affaire, parce qu'il était le premier à monter au créneau, il a fait comprendre, il a éveillé les consciences pour faire comprendre que, mais où allons-nous? Où allons-nous? Donc, c'est-à-dire que c'est tout à son mérite de l'avoir fait. Et puis, je vais dire une chose. Quand on parle quand il dit que ce virus vient d'Europe, les gens, il faudrait qu'on mette une enquête là-dessus. Parce qu'il me souvient que bien avant qu'on ne mette, qu'on interdise, donc bien avant qu'on ne ferme les frontières, il y a des communiqués. Le 18 mars. Hein. Il y a eu des communiqués. Appelant les passagers. Il y a eu des communiqués où, par exemple, on a vu, n'est-ce pas, les responsables de certaines écoles et collèges français. Oui. Fustel de Coulanges. Oui. Dominique Savio. Ils ont fait des communiqués qu'ils ont rendus publics pour dire, OK, l'école est arrêtée, quarantaine. Même le recteur Soso de Yaoundé 1, il a dit. Avant le 17. Avant le 17. Et pendant ce temps, le gouvernement regardait. Alors, pourquoi les responsables, n'est-ce pas, des écoles françaises ici, et même le consulat a été fermé? Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que cette décision-là soit prise avant, n'est-ce pas, les mesures barrières édictées par le gouvernement, notamment la fermeture des frontières? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire que quelque chose s'est passé avant cela. C'est la raison pour laquelle je suis d'accord de ceux qui estiment que... Jean-Robert Wafo, c'est ça qui fait que le Cameroun ne soit pas parmi les pays africains. Mais c'est des ouvertures. Je vais prendre un autre exemple. Moi, je vais prendre un exemple. C'est-à-dire que la riposte n'est pas adéquate. Je peux me dire qu'elle est... Je ne vais pas dire catastrophique, parce qu'on va dire que j'effraie les gens. Mais la riposte n'est pas adéquate. Dans un pays normal, le ministre de la Santé devait s'asseoir avec l'Ordre national des médecins du Cameroun, avec le syndicat national, peut-être pas le syndicat national, mettre sur pied un plan de riposte. Parce que, voyez-vous, nous avons encore des infirmières qui sont en chômage, des infirmiers diplômés d'État qui sont en chômage depuis la survenance du COVID, donc de la Covid-19. Ce qui n'est pas normal. On aurait pu les prendre en charge. On aurait pu les intégrer, n'est-ce pas, dans la fonction publique. Pourquoi on ne le fait pas? Alors qu'on sait très bien qu'il y a un déficit de personnel. J'ai dit, il y a un médecin, n'est-ce pas, pour 10 000 habitants. Il y a 9 infirmières seulement pour 10 000 habitants. Ce chiffre effraie. Ce chiffre est donc effroyable. Et puis, quand on parle du réseau de contamination, le ministre de la Santé a pris dernièrement une mesure faisant état de ce que les familles disposaient d'un délai de 48 heures pour inhumer les corps Covid. Mais manifestement, il a privilégié nos us et coutumes. Normal. On peut dire que c'est normal. Ça ne va pas au village. Mais sauf ça ne va pas dans certains villages. Mais sauf que, dans ce délai de 48 heures, on met le corps où? On met le corps Covid où? À la maison? Il n'est pas contagieux. Risque de contamination. Il y a des veillées qui sont... À la morgue, les morgues refusent les corps Covid-19. On les met où? Ils devraient s'asseoir avec, n'est-ce pas, les représentants de l'Ordre national des médecins pour trouver la solution adéquate. Et puis, il y a aussi une autre chose. C'est quoi? C'est que il faut doter nos hôpitaux régionaux ainsi que les centres de santé intégrés de médicaments. Il n'y a pas de médicaments. Ces centres de santé intégrés n'ont pas de médicaments. Il n'y a pas de tests là-bas.
J'en veux pour preuve, je les prends. J'en veux pour preuve le président de l'Assemblée nationale, Kava Yégué Djibril, lors de la session, lors de son discours d'ouverture de session. Il a interpellé l'exécutif sur ce que on ne doit pas se contenter seulement à Douala et à Yaoundé, encore qu'à Douala et à Yaoundé, il y a une insuffisance criarde. Qu'on regarde également les régions qui n'ont rien, les hôpitaux régionaux, les centres de santé intégrés régionaux. Parce que tout ça fait que, à un moment donné, on se demande, mais on a testé les gens où? Donc, on les a pris en charge où? C'est de ça qu'il est question. Donc, je pense que ce que l'Union européenne peut faire, donc vient de faire, en plus de ce que le Cameroun doit souverainement appliquer, le sacro-saint principe diplomatique de la réciprocité, il faudrait aussi que nous remettions en cause. Que nous regardons que, une fois pour toutes, que nous examinons les défaillances, les manquements du plan de riposte qui nous est servi depuis le début. Et que les fonds qui sont destinés, n'est-ce pas, à la lutte soient utilisés de façon efficiente. Parce que, visiblement, il y a des détournements, il n'y a pas de reddition de compte. Et on est en train de vouloir entamer le compte d'affectation spéciale qui est de 180 milliards de francs CFA. Est-ce que vous savez, le 8 mai, le secrétaire d'État aux grandes pandémies, Alim Ayatou, est arrivé à Douala. J'ai vu les images sur Equinox. Il a fait état de ce que, rendu au stade BAPLP, il a fait état de ce que le centre BAPLP, c'est un centre public agréé COVID, ouais. Et que dans 3 semaines, ce centre devait être opérationnel. Allez voir le centre BAPLP. Ça, c'était le 8 mai. Nous sommes rendus aujourd'hui au 20. Donc, vous savez pourquoi? Le centre BAPLP n'est pas opérationnel. Il n'y a pas de lit. Il n'y a pas de toilettes. Et concernant donc les toilettes, tout semble bloqué. Pour une histoire de facturation, de tentative de facturation des toilettes à 100 millions de francs CFA le mois. Je n'ai pas dit 10 millions, mais c'est 100 millions de francs CFA. 100 millions le mois. Donc je dis, il faudrait que le Premier ministre reprenne les choses en main, parce qu'il y a manifestement donc des mafias qui se sont incrustés, qui veulent profiter de la misère quotidienne des Camerounais. Merci Jean-Robert Wafo. C'est l'heure du journal. Il est là, Cédric Nouffelé. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, une question qui préoccupe également le Cameroun et son voisin, la Guinée équatoriale, la gestion de la frontière au niveau de Kiossi. Vous le savez, cette frontière est fermée entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Aujourd'hui, ce sont des experts de haut niveau et les 2 ministres de la Défense des 2 pays voisins qui se sont rencontrés afin de discuter de ce que d'aucuns considèrent comme des tensions diplomatiques entre Yaoundé et Malabo sur la gestion de cette frontière et les questions relatives à la sécurité et l'intégration régionale. Quel est l'impact de cette fermeture sur la ville frontalière de Kiossi? C'est un grand reportage à suivre dans un dossier consacré à cette actualité. Nous évoquerons également ce soir, dans le journal de 20h, comment les populations à l'extrême nord du Cameroun ne respectent aucune mesure barrière. Pourtant, là-bas, les chiffres du coronavirus donnent froid au dos. La pandémie ne cesse de progresser dans le septentrion. Les populations, quant à elles, peu conscientes des dangers auxquels elles sont exposées, vous le verrez en images, ne portent pas de masque. La distanciation sociale est loin d'être respectée. On fait le point dans le journal de 20h. Et ce soir, nous reviendrons sur cette sortie qui a suscité beaucoup d'intérêt, celle du professeur Jean Baebek, qui analyse la succession de gré à gré à travers l'histoire politique de 3 pays africains, le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Il s'exprime également sur le mal qui mine l'union des populations du Cameroun. Et vous suivrez également ce soir Sa Majesté Sokodjou Jean Rameau, le roi des Bamenjou, qui interpelle les pouvoirs publics, interpelle l'opposition et les intellectuels sur la situation politique du Cameroun. Nous en parlerons dans quelques instants. C'est Jala. Voilà, dans une trentaine de minutes, ce sera Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos invités. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie consacrée au débrief du journal, madame, monsieur. Nous commençons par ce qui fait l'actualité depuis quelques semaines. On parle de plus en plus
de succession de gré à gré. Chaque jour qui passe, hein, des personnalités donnent leurs avis. Il y a Sa Majesté Sokoudjou qui est sorti, et il y a le professeur Baebek. Le SDF, quelle est la position du SDF sur ce débat? Certains trouvent que c'est un hors-sujet, d'autres trouvent qu'on a mal posé le problème aux Camerounais. Pour l'instant, c'est-à-dire que pour le SDF, ce débat n'est pas d'actualité. C'est clair parce que nous n'avons pas vocation à lire dans les oracles. Oui. Et si ce débat, si personnel, n'est-ce pas, il y a un projet de loi qui est acheminé dans ce sens à l'Assemblée nationale, le SDF réagira. Donc pour le moment, comme je disais, ce n'est pas d'actualité. Mais en même temps, je me dois la vérité de m'inquiéter sur le fait que ce débat sur le gré à gré permet au gouvernement de faire diversion sur les sujets d'actualité qui préoccupent le quotidien des Camerounais. Parce que plus vous focalisez, n'est-ce pas, sur un débat qui, vous n'êtes pas sûr que ce sera acheminé au Parlement, et plus il profite davantage, n'est-ce pas, pour vous tirer de ce côté-là. Parce que sinon, qu'est-ce qui justifie que chaque fois que le président national du MSC prend la parole, il y a une réaction soudaine et brusque du ministre de l'Enseignement supérieur, qui est par ailleurs secrétaire national à la communication du RDPC. Pourtant, il sait très bien que si la parole est d'argent, le silence est d'or. Non, ce jeu de ping-pong, sachant un peu comment les officines du parti État fonctionnent, ça les arrange. Les Camerounais doivent le savoir, ça les arrange. Parce que tout ce qui se... Regardez par exemple, on a passé le temps, alors qu'on était en plein Covid, à parler du gré à gré. Mais vous croyez que ça n'arrange pas ceux qui veulent profiter du Covid pour s'en mettre plein les poches, puisque les radars sont ailleurs. Et maintenant, une fois que j'ai dit cela, il faudrait faire attention dans ce pays. D'abord, du côté de l'opposition, mes convictions républicaines m'imposent de dire que l'opposition doit s'unir. Parce qu'il ne faudrait pas qu'après le RDPC, que ce soit encore le RDPC. L'opposition doit s'unir. Et l'unité de l'opposition n'est pas un préalable, c'est un aboutissement. Il faut que ce soit clair. Nous avons beaucoup de choses en commun, dont la principale est que nous ne supportons plus les 38 ans, n'est-ce pas, du règne du RDPC. Je veux dire, quand je dis du RDPC, du régime en place. Maintenant, par rapport au gré à gré, il faut faire très attention. Le mode de circulation de l'élite gouvernante au Cameroun obéit à deux leviers. Il y a les macro-équilibres régionaux, il y a les micro-dosages ethniques. Je l'ai toujours dit. J'ai entendu des gens dire qu'il y aura un poste de vice-président. D'aucuns disent qu'il y aura 2 postes de vice-président. Ceux qui disent un poste, ils ont leur raison. Ils ont leur raison tout simplement parce qu'ils estiment qu'il y a un axe nord-sud ojulatiste qu'il faut préserver. C'est pour ça qu'ils disent qu'il y aura un président, n'est-ce pas, il y aura un vice-président de ce côté-là. Et d'autres qui disent que, bon, compte tenu de la crise anglophone, il serait souhaitable qu'il y ait également un vice-président anglophone. Dans tout ça, on met le peuple. Première question. Deuxième question. Ils ont la majorité, comme les gens disent. Ils peuvent faire passer du fait de leur majorité obèse et mal acquise. Mais il faut faire attention. Parce que la déflagration sera dans ce camp-là. Et je me pose bien la question de savoir si le président de la République, lui, qui, d'après, n'est-ce pas, s'est turiféré être tranquille, s'il va procéder à cela pour se faire harakiri. Parce que quel que soit, et je le dis en regardant les Camerounais dans les yeux, quel que soit celui qui sera désigné au poste du vice-président, si ce n'est pas par un ticket électoral, c'est-à-dire une présidentielle, on dit ok, c'est plus le président seul qui est élu, il doit être élu dans un ticket avec le vice-président ou les vice-présidents. Si c'est que c'est en cours de mandat qu'il y a cela, j'ai dit, l'opposition même, c'est-à-dire la déflagration sera plus du côté du RDPC. Pourquoi?
Imaginons un scénario. Il y a 8 régions francophones. Le vice-président sortira de quelle région? Dites-moi un peu. Donc il faut... Quel que soit, écoutez, il faut vite il faudra bien que, si un vice-président, j'ai dit une fois de plus que c'est la diversion, oui. parce que pendant ce temps, ils font comme ils veulent, comme ils ont l'habitude de faire. Si le vice-président, puisqu'il faudra, le vice-président sera forcément originaire d'une région. Bien sûr. Si on désigne un vice-président du côté des régions francophones, vous croyez que nos compatriotes anglophones vont accepter? Est-ce qu'il n'y a pas risque de sécession définitive? Et même du côté des francophones, si on désigne, je parle bien de la désignation, en cours de mandat, parce qu'on parle d'une éventuelle modification. Si on désigne dans une région, le vice-président dans une région francophone, c'est-à-dire il y aura 2 régions francophones qui seront concernées. S'ils sont de la même région, les 7 autres régions francophones vont provoquer une déferlante dans le RDPC. Okay. Si maintenant c'est dans une autre région, quel que soit le vice-président, donc l'unique solution qu'il faudrait faire, c'est de toiletter le code électoral. Et si on veut toucher à quand je parle de toiletter dans le code électoral, il y a une disposition précise qui mérite d'être actée, à savoir le bulletin de vote unique. Parce que s'il y a le bulletin de vote unique, même à Minkan, vous allez perdre. Le RDPC va perdre. Parce qu'il n'y a aucun endroit au Cameroun où ils peuvent gagner. Et de deux, la merci, Joshua aussi, merci. Okay, voilà, Wilfried Ekanga, nous sommes en pleine session de juin, on a annoncé beaucoup de choses, modification, révision de la Constitution, mais on ne voit toujours rien venir. On a beaucoup glosé sur le gré à gré, on ne voit toujours rien venir. Qu'est-ce qui se passe selon vous? Plutôt demander à ceux qui sont à l'Assemblée pourquoi on ne voit toujours rien venir. Moi, j'ai toujours dit à ceux qui nous comprennent mal que nous sommes les premiers à espérer que nous aurons tort. Lorsque Maurice Kamto dit, ou lorsque l'opposition dit que le pouvoir prépare actuellement un gré à gré, ce n'est pas pour que cela se concrétise, ce n'est pas pour avoir raison à la fin. Ce serait dommage si on a raison à la fin. Et si on de nous imaginer dans un pays comme le Cameroun, avec tout le problème que nous avons, on voit bien le marasme sanitaire dans lequel nous sommes, qui nous classe comme pays non grata par rapport à d'autres pays africains dans l'espace Schengen et à travers le monde. Il se peut même qu'un jour, quand les pays africains dans leur majorité auront accès aux autres pays, nous on nous dit que le Cameroun pour l'instant non n'est pas un pays de confiance. On ne peut donc pas, quand on a ce type de problème dans le volet sanitaire, quand on a un problème dans la construction de l'infrastructure sociale avec des enfants qui meurent de couveuses, quand on a des problèmes dans le paradigme des libertés individuelles avec des gens qui se prennent des balles pour leurs opinions politiques, on ne peut pas avoir pour priorité justement d'avoir des modifications constitutionnelles qui instaurent de manière dynastique, de manière monarchique ou de manière népotique quelqu'un, un ami, un frère, un fils, un cousin à la succession de Paul Biya. Nous ne voudrions pas que ça arrive. Donc nous sommes plutôt très contents si cela n'arrive pas. Et dans ce registre, on dit il est possible que lorsque vous êtes à la maison et que vous accusez, que vous prêtez à votre frère l'intention d'aller voler à la cuisine, il est possible qu'il n'y aille pas et qu'après il vous dise qu'il n'a pas l'intention, qu'il n'avait de toute façon pas l'intention d'y aller, mais la réalité est que parce que vous l'avez percé à jour, parce que vous avez anticipé ce qu'il pourrait faire, soit il décide de ne plus y aller pour que vous n'ayez pas raison, pour donner l'illusion que vous aviez tort, soit il réfléchit à un plan B, dont c'est possible que ce soit le cas aujourd'hui. Un fait est certain, ce gouvernement a perdu. Voilà, on va revenir. Raphaël Ndougou, aujourd'hui, le RDPC, c'est 63 sénateurs sur les 70 élus, plus de 150 députés à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui pourrait empêcher que un projet comme celui-là ne passe pas? Premièrement, monsieur, vous venez de dire que s'il y a le bulletin unique, il n'y a pas un endroit où le RDPC va gagner. Et moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Tout simplement parce que, avec ou sans bulletin unique, le RDPC gagne. Maintenant. Le bulletin de vote unique coûte moins cher. Pourquoi est-ce que. Comment moins cher? Pourquoi on n'acte pas? Donc, pourquoi on n'acte pas cela? Pourquoi est-ce que, je le dis, vous-même, vous avez déjà posé une question où il y a la réponse. Maintenant, il a si bien dit, en termes de son propos, que
le débat n'est pas d'actualité. Pour lui, il ne lit pas sur la boule de cristal. J'ai bien aimé, ça me rappelle ce téléspectateur qui pense qu'il n'est pas agressif à l'endroit du RDPC ce soir. Maintenant, il a quand même omis de dire que c'est un parti d'opposition qui alimente le débat. Est-ce que c'est l'actualité sur le plan même politique actuellement? C'est là toute la question. Pour la simple raison que tout à l'heure nous parlions de cette affaire de... MRC dit qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui se trame. Là, pourquoi ils ont... Comme le MRC lit sur la boule qui ça donc. Si le MRC était aussi à l'Assemblée, le MRC pouvait être avec l'honorable Joshua aussi du SDF pour sa sortie concernant ce qui vient de se passer au niveau de l'Union européenne. Cela veut donc dire quoi? Cela veut dire qu'il n'y a pas un autre endroit approprié lorsque vous êtes à l'Assemblée nationale pour exprimer, pour poser les problèmes. Ne pensons pas que c'est totalement la majorité de notre parti qui empêche un député de s'exprimer. Vous voyez qu'aujourd'hui, lorsque le MRC part du gré à gré, ça se dit dans les plateaux sur les plateaux de télévision et autres plateaux de radio. Mais pour quelle efficacité? Puisque le MRC n'est pas dans le Parlement. Pourtant, c'est là-bas également qu'on doit proposer le toilettage de cette affaire du code électoral. C'est là-bas qu'on peut dire ci ou ça. Maintenant, sur qui va être vice-président... Jean-Robert Wafou, le SDF parle depuis de ce toilettage-là. Il y a même le bulletin unique qu'on demande depuis. Ils sont à l'Assemblée. Que les gens ne pensent pas que le bulletin unique, le toilettage du code électoral gêne quelqu'un. De toutes les façons, on va en arriver. Pour l'instant, au niveau du Parlement, il y a encore plusieurs années. Pour l'instant, au niveau de la présidence de la République, il y a encore plusieurs années. Au lieu de poser les problèmes réels, ce n'est pas le gré à gré dont on parle, au point où les profs, les hommes de culture sortent pour dire que non, on a vu ci, on a vu ça. C'est tellement facile de parler de la mauvaise gestion, la mauvaise gestion du pays, d'accord, mais de toutes les façons, on a quand même avancé depuis plusieurs années, contrairement à ce qui se passait autrefois. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Je crois que Sa Majesté, dans sa sortie, a aussi parlé de l'union, l'union de l'opposition. C'est là où se pose souvent un problème. Il y a un problème, pourquoi? Parce que, heureusement, ce soir, on n'a pas été violent, que ce soit du côté du MSC, notre ami, mais que ce soit nous qui sommes là. Parce que je sais une chose, c'est que lorsque un membre d'un parti d'opposition pose un acte ou bien dit telle chose, c'est toujours le combat en interne. C'est-à-dire que ceux qui sont en face. Moi, je vous ai dit sur ce plateau aussi, au moment où on allait aux élections législatives et municipales, qu'il fallait qu'on laisse tout le monde aller aux élections. Et à ce jour, nous étions avec les membres du MRC. Et quelques jours, malheureusement, ils avaient commencé à construire leur dossier. Leur leader demandait qu'ils ne parlent pas aux élections. Donc, est-ce que c'est la faute de tel ou tel parti? Donc, moi, je crois que ce débat de gré à gré est vraiment, comme M. Wafou l'a dit, on ne peut pas aller sur le bout de cristal, on attend. Il nous reste quelques jours pour que le Parlement ferme les portes. Si donc un projet de loi dans ce sens tombe sur la table, peut-être dans ce moment-là. Mais qu'on ne pense pas qu'on va déranger les Camerounais. Et ça, il a dit quelque chose tout à l'heure, que ça permet aux gens qui veulent faire les détournements. Bon, j'ai compris qu'il est dans son rôle de l'opposition, puisqu'il pense que si on parle du gré à gré, ça permet à ceux qui gèrent le Covid ou la Covid-19 de voler, c'est pas trop quoi. Puisqu'on ne parle même plus. Mais il se trouve que... On ne parle même plus des détournements de la Coupe d'Afrique des Nations. Justement, donc, la faute le dos. La faute est à Monsieur Serge Alain, il ne faut pas rire. C'est ça la réalité. La faute, on a de détourner les Camerounais des préoccupations qui concernent leur quotidien. Qui est en train de détourner les Camerounais? Mais écoutez, ceux qui entretiennent ce débat. Puisque j'observe qu'il y a un... Non, j'observe... Non, mais pas du tout. Il est dans son rôle, il est journaliste. Qui entretient le débat? Je dis ce jeu de ping-pong de qui? Entre des acteurs bien identifiés participe de la diversion. Personne l'absent pour dire qui pose le problème sur la table. Sujet. Qui est en train d'amener les Camerounais vers la dérive?
J'ai parlé C'est de ça qu'il s'agit. je parle du jeu de ping-pong. Et On est combien de Camerounais et on pour sait être bien ceux inscrits qui jouent sur à les ce listes jeu de électorales au ping-pong. Cameroun, de vous Quand à on parle de moi. ping-pong, ça veut dire qu'il y a au moins deux. Donc, ça veut dire qu'il y a deux personnes. Qui joue le Au ping-pong? minimum. L'OEDP, c'est lui le pouvoir, il gouverne. Non, mais pourquoi ce jeu de ping-pong chaque fois? Mais qui joue le ping-pong? Pourquoi cette réaction? Parce que de toutes les façons, l'OEDP Que le ne restera leader pas d'un certain calme, non parti sans politique. répondre à ces allégations. Justement, ça m'amène à. Justement, ça m'amène- il a posé la question pourquoi le professeur Jacques Famendongo, Justement, toutes les fois obligé de répondre au professeur Kamto. j'y allais. Lui, il est dans la C'est posture. une stratégie Permettez alors que je réponde. entretenue de diversion. Permettez que je réponde. Vous n'allez pas me dire que le professeur Jacques Famendongo... On va permettre C'est donc à à moi Raphaël de- Ndougo de Permettez-moi répondre. de répondre. Puisque vous êtes le ministre de la communication du SDF. Donc, M. Famendongo, au RDPC, parle de la communication. Cela veut donc dire quoi? Chaque fois qu'il fait une sortie, il ne fait pas la sortie au nom du gouvernement. Il répond à un individu qui est président d'un parti politique, puisque il répond pour le RDPC. Il ne parle pas comme étant ministre d'État. Donc c'est clair que quand on parle de votre parti, si M. Kamto fait une sortie sur le gré à gré, il parle du MRC, du C'est facile RDPC. de dissocier les deux casquettes. Non, je vous dis, quand vous serez même aux affaires un jour, je vous le souhaite d'ailleurs, que vous y arrivez. Puisque Vous c'est serez, imminent. vous serez ministre de la communication. C'est imminent. Alors, vous feriez quoi lorsque on parlera de votre parti politique? Vous allez certainement répondre pour dire aux compatriotes qui dit telle chose que ici, vous avez dit telle chose, nous ne sommes pas encore là. Vous avez dit telle autre chose, voici ce que je pense. C'est normal. Le professeur Jacques Famendongo n'est pas le ministre de la communication du Je dis au Cameroun. sein du RDPC, Voilà. c'est le ministre de la Faut préciser. communication. C'est au sein du RDPC. Et c'est pour ça que j'ai pris M. Wafo comme exemple. Lui-même, il a assis là comme étant ministre de la communication du SDF, à moins que je me trompe. Donc, le professeur Famendongo est dans cette posture de répondre au président, si vous voulez, au président du MRC. Et c'est normal. Il parle au nom du parti. Je ne vois pas là où il y a un problème. Si c'est à ce niveau-là que vous estimez qu'il y a le ping-pong, on perd le temps pour rien. Normalement, on n'a pas besoin de ça. Pour l'instant, on n'a pas de vacances. D'ailleurs, ils ont encore alimenté le décès, la non-prise de parole, ainsi de suite. Vous-même, vous comprenez que ce qui me gêne, c'est que chez vous, en face de nous, vous ne voulez pas toujours dire ce qui est vrai, contrairement à nous autres. Parce que nous pensons quand même que lorsque quelqu'un vous amène dans la diversion, soyez à même de dire que non, telle partie, nous sommes en train de nous perdre le temps alors qu'il y a mieux à faire. Je vous ai posé une question, je finis par là, peut-être pas, c'est pas moi qui pose la question. Vous pensez que c'est normal dans notre pays d'avoir moins de 9 millions d'habitants, là où nous avons déjà plus de 25 millions? C'est pas normal. Qu'est-ce que nous faisons? Le RDPC est comme aujourd'hui, le Cube Magie fait la publicité, le RDPC c'est le seul qui ne fait pas la publicité. Moi, ce que je vais dire, le Cameroun est à un tournant décisif de son histoire. Et je sais de quoi je parle. Nous devons faire très attention. Le président de la République fera de ce pays ce qu'il voudra en ce moment-ci. Et tout va Donc c'est dépendre maintenant que certaines grandes décisions vont se prendre. Il y aura le grand soir. Oui. J'ai toujours parlé du grand soir. Vous avez vu, vous avez vu, dans les réseaux sociaux, il y a une opération, je crois que c'est 10 millions de votre collègue. Vous avez vu certaines vidéos qui ont donc circulé. Je ne vais pas prononcer les noms ici. Mais ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que le président de la République, même s'il doit faire une révision de la Constitution, ce n'est pas le Dauphinat. Ce n'est pas pour un poste de vice-président. Il faut changer la forme de l'État. Il faut passer à l'État fédéral. De deux, il faudrait plus ultra présidentialiser le pouvoir. Par exemple, le président de la République n'est pas normal, n'est pas concevable que le président de la République, par exemple, soit en même temps président du Conseil supérieur de la magistrature. Encore qu'on sait très bien ce que les dernières nominations ont donc donné, où il y avait l'exclusion d'une région. Et quand on parle d'une région, les gens croient que c'est les Bamileke. Non, il n'y a pas que les Bamileke à l'ouest. Il y a également les Bamoun à l'ouest.
Donc je parlais de l'exclusion d'une région. Mais des esprits torture se sont mis à dire que c'est les Bamileke. Non, on parlait de la région. L'honorable Jean-Michel parlait des régions. Et à l'ouest, il y a et les Bamileke et les Bamoun. Autre chose, il faudrait quelque part renforcer le pouvoir du Premier ministre. Parce qu'aujourd'hui, au Cameroun, le Premier ministre dispose uniquement de l'administration, il ne dispose pas de la force armée. Parce qu'aujourd'hui, on a un ministère délégué à la présence en charge des forces armées. Autre chose, et c'est très important, compte tenu de l'âge du président de la République, personne ne peut souhaiter la mort, n'est-ce pas, d'un adversaire politique. Mais il y a l'âge. Et encore que nul ne sait ni le jour ni l'heure. Il faudrait que les mécanismes de vacances soient clairement élucidés. Qui va annoncer, par exemple, j'ai dit qu'on ne souhaite pas, c'est un patriarche. À son âge, il faut le respecter à cet âge. Je suis de ceux qui pensent qu'il mérite respect. Mais si jamais il part demain, parce que lui ne sait ni le jour ni l'heure, première question, qui va annoncer le décès? Ça, c'est la première question. Oui, le docteur Luisan. Qui va annoncer le décès? Deuxième question. Qui va acheminer le document au niveau du Conseil constitutionnel pour constatation de la vacance? 2, 3. Puisqu'il y aura des élections partielles. 20 jours, je crois que c'est 20 jours au moins et 120 jours au plus. Si maintenant, au cours de ces élections, si un candidat décède, un candidat d'importance décède au cours de la période de la campagne, est-ce qu'on va reporter le scrutin? Qui va reporter le scrutin? C'est le président intérimaire? C'est le président par intérim? Ou c'est le Conseil constitutionnel? C'est des questions qu'il faut élucider. Et pour terminer, pour chuter, nous devons nous regarder droit dans les yeux. Nos compatriotes anglophones ont subi des injustices. Les francophones ont déjà eu 2 présidents de la République. Et la zone anglophone est très instable. Tout le monde sait ce qui se passe là-bas. Je pense pour ma part que quel que soit le parti politique qui va présenter un candidat, il faudrait présenter un candidat anglophone. Pourquoi? Parce que, et là je chute par là, si après le président de la République, si dans le cadre de votre gré, par exemple, ou alors après le président Biya, s'il y a un président qui n'est pas anglophone, j'ai bien peur de la déflagration sociale de très forte amplitude, je vais dire politique, qui pourra survenir dans ce pays et dont nul, et ça je le précise, n'a absolument besoin en cette période de la vie de la nation. Il faudrait qu'on sauve le Cameroun, et pour sauver le Cameroun, il y a un minimum qu'il faut consentir à ces populations, à nos compatriotes du nord-ouest et du sud-ouest. Merci. C'est l'heure de recevoir Sylvestre Hippolyte Zangao. Bonsoir Sylvestre, au menu de 100% foot. Dans un instant. Bonsoir Serge Alain. Un sujet au menu principal de 100% foot ce soir. Cette grosse interrogation, la CAN 2021 sera-t-elle toujours organisée au Cameroun en janvier de cette année? La réponse sera connue ce mardi. En effet, le comité exécutif de la Confédération africaine de football va se réunir par vidéoconférence pour d'importantes décisions concernant ces compétitions internationales, la reprise du football. Rendez-vous donc ce mardi. Nous allons en parler dans cette édition de 100% foot, faire le point sur les différents chantiers qui doivent abriter cette compétition avec les départements ministériels qui sont impliqués dans l'organisation. Les chefs de ces départements ministériels sont sur le terrain pour s'assurer de l'effectivité de l'avancement des différents chantiers sur le terrain. Voilà, c'est dans un instant, ne pas rater le rendez-vous. Football sur Equinox Télévision avec Sylvestre Hippolyte Zangao, 100% football. Voilà, on va terminer avec vous, Raphaël Ndougou. J'ai bien aimé la chute de M. Wafo. D'ailleurs, que je lui dis que dans ma tradition, quand on veut soigner l'abcès, on pèse l'abcès. Il a chuté en disant que nos compatriotes du NOZO ont des frustrations. Et parmi lesquelles, ils avaient posé le problème de gouverner également. Ils ont estimé que la primature n'était pas suffisante pour ces populations-là. Maintenant, si véritablement le gré à gré même là, et qu'un de ces 4 matins, que ce soit un compatriote de ce côté-là, qui prenne la vice-présidence, j'ose croire quand même que vous allez adhérer, parce que ce qui dérange
c'est que on perd le temps dans les discussions qui ne nous servent absolument à rien. Pour moi, le principe, c'est la démocratie. Je précise cela. Pour l'instant, nous ne sommes pas encore au niveau de la vacance. Nous ne sommes même pas au niveau de la démission ou quoi que ce soit. Mais on perd tout le temps. Gérer, c'est prévoir. Au lieu peut-être d'aller mener le toilettage au niveau de l'Assemblée, justement. C'est-à-dire que vous avez parlé de réformes là, qu'il va peut-être falloir que les députés, ne pensez pas seulement que ce sont les députés du SDF et d'autres partis politiques qui peuvent poser des problèmes. Même les députés du RDPC peuvent poser des problèmes de réformes. Parce que de toutes les façons, le pays... Pourquoi ils ne le font pas depuis? Permettez. Non, ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas le faire parce que c'est des députés gourdillos pour la plupart. Il a dit, c'est ce que vous pensez. Il a dit, il a parlé d'un certain nombre de réformes sur le fonctionnement de l'État. C'est possible que ce soit posé. Alors maintenant, nous n'en sommes pas là. Si aujourd'hui, le RDPC présente, supposons même qu'il y a vacances, présente un candidat venant du Nozo, qu'allez-vous faire? Donc, n'essayez pas de faire taire le vrai problème. Mais c'est le souhait. C'est le souhait de... Justement, donc c'est pour là que j'ai pris sa chute. J'ai pris sa chute pour dire que... Qui vous dit donc que si nous tous, nous voulons lire sur la boule de cristal, on ne va pas vers là? Parce qu'ils ont estimé que la primature, oui, mais ce n'est pas tout. Alors, donc, restons un peu calmes. Fixons-nous nos objectifs qui peuvent nous permettre d'avancer. Et ce sont lesquels? C'est que les Camerounais, que ces Camerounais s'intéressent à la chose électorale. D'accord. Oui, rapidement. Au moins, 30 secondes, donc termine. On sort par là. On ne parle pas des élections. Merci. Ce que je vais dire, je me souviens que le ministre Abouem Achoy avait dit qu'il faisait partie d'une commission dont il était le rapporteur, et le président de cette commission, c'est le président de la République. Il avait dit que le président de la République, Paul Biya, connaît bien la crise anglophone. Mieux que quiconque. Oui, allons-y. Qu'est-ce qui s'est passé en octobre 61 à Fumban? Il y a des règles écrites, il y a également des règles non écrites. Et il y a des moments où les règles non écrites baissent que les règles écrites. Merci. C'est comme au Nigeria, on sait qu'il y a une rotation. Oui. Après, un chrétien, c'est un musulman, mais ce n'est pas inscrit dans la constitution fédérale du Nigeria. Merci. Merci Raphaël Ndougou, merci à vous également, Jean-Robert Wafo, merci à Wilfried Kanga, merci à Aristide Mono, malgré les petits soucis techniques. Madame, Monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition Equinox. On se retrouve demain à partir de 19h pour le deuxième numéro de la semaine. Bonsoir tous les cops de Guékélé. Nous sommes à Yaoundé.